magazine de la cuisine. Alors aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la saison et il a une saveur particulièrement estivale. La preuve avec notre produit de la semaine, le roi en cette saison, le melon. Nos 3 experts de l'édition ont, comme chaque semaine, sélectionné 3 nouveaux livres de cuisine, dont un, justement, consacré aux plats crus, idéal pour l'été. Quant à Régis, il a voulu manger des glaces, alors il a trouvé 3 ustensiles pour en préparer. Mais pour commencer, nous allons parler de fleurs. Alors, en bouquet, pourquoi pas, mais vous savez, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le goût. Les fleurs poussent particulièrement bien dans les assiettes cette année. On en voit de plus en plus et les plus grands chefs les ont adoptées. Nouvelles couleurs, nouvelles saveurs, des fleurs dans l'assiette, c'est le sujet de la semaine. Faire son potager, cueillir ses haricots ou ses tomates, on connaît. On adore même dire « et en plus, c'est une salade du jardin ». Mais parfois, à côté du potager, pour faire joli, eh bien, on plante des fleurs. Vous voyez où on va en venir? Ah oui, manger les légumes du jardin, c'est évident. Manger ces fleurs, ça l'est moins. D'ailleurs, petit test. Est-ce que vous avez déjà mangé des fleurs? Sans le savoir peut-être, mais là j'ai du mal à retrouver un exemple. C'est bien possible. Vous saviez qu'on pouvait les manger? Certaines, sans doute, oui. Mais donnez-moi un exemple. La capucine. Ah bon? Et oui, la capucine, c'est joli et ça se mange aussi. Bon, on va quand même retenter notre chance. Avez-vous déjà mangé des fleurs? Non. Je crois pas. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Non, très peu. Peut-être des herbes dans des salades, des choses comme ça, mais pas de fleurs. Vous avez déjà mangé des fleurs? Oui. Comme quoi? Les fleurs de courgette, les fleurs de capucine et les fleurs de rose. Ça vous a plu? Beaucoup. Vous cuisinez avec des fleurs? Non. Ah, bon, au moins monsieur connaît. Oui, la fleur de courgette, les pétales de rose, la capucine, on les mange. Nous, on veut des preuves, alors petit tour dans les rues de la capitale à la recherche du chef qui va nous conter fleurette. Pourquoi les chefs se mettent donc à fleurir nos assiettes? Je me rappelle très bien quand c'est arrivé, je me suis dit quelle est la rupture vraiment avec l'hiver? C'est-à-dire, souvent dans les cuisines, on attaquait le printemps avec les asperges, avec la fin de la truffe. Je me suis dit, voilà, rupture de l'hiver, pour moi, c'est l'arrivée des premières fleurs du printemps. Ce qui me motive pour cuisiner avec des fleurs, je crois que c'est le côté la poésie. C'est joli, c'est beau, et en plus ça a du goût, et on concentre dans une fleur les arômes d'un légume, d'un fruit. On a réduit les cuissons, on est sur des légumes croquants, on est sur des cuissons très courtes, sur des choses qui se veulent garder la saveur naturelle du produit. Donc les fleurs, quelque part, est le complément additionnel, obligatoire, je dirais, de la saison par rapport au produit qui va accompagner. Voilà pourquoi les fleurs reviennent dans l'assiette. L'époque est à la cuisine naturelle, aux produits bruts. La fleur serait donc la parfaite conclusion d'une assiette contemporaine. Alors justement, quelles fleurs utilisent les chefs et qu'est-ce que ça donne au final? Ça peut être les fleurs de sureau en début de saison, les fleurs de coriandre, la gastache, ça peut être des fleurs séchées comme l'hibiscus. On utilise beaucoup les fleurs comme une épice, oui. Comme une épice ou vraiment un condiment. Comme un légume des fois à part entière, c'est vraiment la ciboulette sur un œuf, ça va être notre sel et notre poivre. La capucine, ça reste original, mais les chefs semblent sensibles aux fleurs que produisent nos légumes. Alors nous avons arpenté les rues à la recherche de celui qui fait fleurir l'ail et l'oignon, et on l'a trouvé. Monsieur Yamashita, en pleine livraison, a-t-il des fleurs dans son panier? Ce matin, j'ai amené 3 fleurs différentes. Donc, c'est le violet, c'est la fleur de l'ail d'éléphant. C'est un ail donc, peu connu. Une fleur, ça suffit pour un client. D'accord. Ouais. Une fleur suffit pour parfumer. Oui. Ça, c'est la fleur de poireau japonais. À l'autre, c'est fleur d'oignon. C'est plus en plus utilisé. C'est un peu à la mode dans la cuisine française. Les fleurs sont à la mode dans la cuisine française, mais on l'a vu, il y a encore un peu de travail pour convaincre le public qui méconnaît ses saveurs. Mais on fait confiance aux chefs qui ont toujours un coup d'avance et surtout des arguments pour convaincre nos palais. Ça ramène un peu de bonne humeur, de douceur. Ça appelle l'été, ça appelle le printemps, ça appelle les vacances, ça appelle la douceur. C'est éphémère, c'est subtil, c'est raffiné, c'est goûteux. Voilà, c'est 4 ou 5 bonnes raisons déjà de les utiliser.
Les fleurs dans l'assiette, c'est savoureux, c'est esthétique, mais attention, toutes ne sont pas bonnes à consommer. La fleur de laurier, par exemple, la belladone ou encore le colchique sont toxiques. Alors adressez-vous à des spécialistes ou alors cueillez-les avec beaucoup de vigilance. Des fleurs au potager, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, c'est le melon que nous allons cueillir. C'est notre produit de la semaine et c'est Laetitia qui nous en parle. Cette semaine, saveur sucrée dans le potager. L'été arrivé, le melon va conquérir nos tables pour notre plus grand plaisir. Laetitia nous le présente. Alors, quelles sont les différentes variétés de melon? On a le melon type charentais, souvent lisse ou brodé. Le melon brodé, en fait, c'est un melon. Au lieu d'avoir la police, il a plein de petites rainures sur la peau. Après, on a le vert ou le jaune. À savoir qu'il existe aussi du melon Gallia. C'est du jaune brodé. Quelle est la bonne période pour manger du melon? Le melon, en général, vaut mieux le consommer entre mai et septembre. Après, on peut avoir du melon sur le reste de l'année, mais ce ne sera pas du melon français. Comment être sûr de choisir un bon melon? Soit on vérifie au niveau du pédoncule s'il est craquelé, c'est un signe de maturité et de sucre. Après, au poids, plus il va être lourd, plus il va être sucré. Et après, bien évidemment, il y a l'odeur, mais si on sent le melon et que le melon sent vraiment une forte odeur, c'est que le melon est blette à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est complètement pris en eau et qu'on ne pourra pas le consommer parce qu'il ne va pas être bon. Il paraît que les melons ont un sexe, Laetitia. En dessous, vous avez un petit pédoncule. Si le pédoncule est tout petit, c'est que ce sera une femelle. S'il est large, c'est que ce sera un mâle. Le melon femelle est toujours plus sucré que le melon mâle. Merci Laetitia. Plus de 28 millions de tonnes de melons sont produites chaque année dans le monde et c'est la Chine qui génère plus de la moitié de cette offre. Nos 3 experts de l'édition ont ouvert un livre de cuisine crue, un ouvrage consacré aux plats sans gluten et un guide des coups de cœur gastronomiques de Farida Kramdi. Cécile, Déborah et Bruno ont ouvert pour vous les 3 derniers livres de la saison. Je cuisine sans gluten et je me régale. Des recettes chics, des belles recettes, vraiment pas mal. C'est un très beau livre. On peut paner sans farine de blé, on peut faire des pâtes, on peut faire énormément de recettes qu'on pensait dédiées à l'alimentation classique. C'est important aujourd'hui de savoir aussi cuisiner sans gluten parce que avant même de donner la liste de ce que l'on veut manger, généralement les gens commencent par donner la liste de leurs allergies. À regarder attentivement parce que là on a une vraie alternative qui est sympathique. Crudescence, plus de 180 recettes crues, croquantes et craquantes. Les photos sont très jolies, les recettes originales. On voit beaucoup de livres qui sont dans des niches marketing, sans gluten, sans machin, le poulet, etc., etc. Et eux, ils en font 2 en même temps. On est sur le crudivore végétalien, une espèce quand même pas très fréquente dans la population. Et surprise, quand on l'ouvre, on n'a pas l'impression non plus de rentrer dans une secte. On a des choses quand même plutôt sympas. C'est fait par un prof de yoga. Et donc je pense que ça nécessite d'avoir une souplesse de corps et d'esprit que je n'ai peut-être pas toujours. Pour les adeptes, il faut vraiment y aller. C'est l'un des rares livres qui existent. Donc un cadeau à se faire. Les coups de foudre de Farida, bon, c'est un livre très girly, moi je suis pas compétent. Hein. Les bonnes astuces, les coups de pouce, les coups de cœur de quelqu'un qui est une passionnée de cuisine, qui sait très bien de quoi elle parle. Bon, c'est vraiment pour les passionnés, pour les femmes qui se reconnaissent dans ce livre. Personnellement, j'aime pas trop. Un très beau produit, très intéressant, et puis avec des bonnes adresses où on en découvre qui donnent envie d'aller voir ensuite sur place si c'est aussi bien que ça. Worldwide, voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce que vous trouverez dans ce livre, probablement délicieux comme un gloss. Oui, forcément, Bruno et le gloss, ça ne fonctionne pas. Nous allons maintenant retrouver Régis pour son shopping. Et cette semaine, il a voulu préparer des glaces. Alors, il a tout fait, même le cornet, mais je ne suis pas sûre que Régis soit un maître glacier. Voici le shopping de la semaine. Alors, je vous présente une sorbetière qui permet de faire 2 parfums à la fois. Alors, comment ça marche? Il faut avoir pris soin, évidemment, de mettre les cuves au congélateur 24 heures auparavant. Vous avez à l'intérieur une turbine. On a mis de la vanille à gauche, de la fraise à droite. C'est parti pour 20 minutes. C'est prêt. On va voir le résultat.
Le résultat est parfait. Le point positif de cette sorbetière, c'est que vous avez désormais la possibilité de réaliser 2 parfums différents en même temps. Vanille-fraise pour les enfants, poivre-ortie pour belle-maman. Le point négatif, comme souvent pour ces machines, c'est que c'est encombrant. Il faut avoir la possibilité de mettre pendant 12 heures les 2 cuves dans votre congélateur. Nous avons préparé les glaces. On va aller jusqu'à faire nous-mêmes le cornet avec cet appareil. Alors pour ce faire, je verse ma préparation au milieu de la plaque. Alors, bon, apparemment j'en ai mis un peu trop. 3 minutes plus tard, la gaufre est prête. Voilà. Il ne me reste plus qu'à la poser sur l'assiette et aussitôt prendre ce petit cornet afin de lui donner sa forme. Et on attend. Et on se brûle les doigts. Bon, ça a refroidi. Je peux enlever le moule. On a un cornet qui est plutôt pas mal. Bon, pour avoir un cornet digne des plus grands maîtres glaciers italiens, il va falloir encore un peu d'entraînement. Le point positif, c'est que souvent, on a des cornets qui n'ont pas vraiment de goût, qui sont un peu durs. Là, ça va vous permettre de faire de vrais cornets dignes de ce nom avec une belle texture. Le point négatif, c'est que ça prend un peu de temps, 5 minutes par cornet en plus de la préparation, ce qui nécessite un peu d'organisation. Ça ne s'improvise pas. On va passer maintenant à la dégustation grâce à cette cuillère dont le bout flexible permet apparemment un service plus facile des boules de glace. Comment ça marche? La glace fond, il est temps de faire une petite boule. Un petit peu, ne veut pas sortir. Une petite quenelle. Pour une fois, je vais commencer par le point négatif. Et là, je dois dire qu'il faut d'abord que la glace soit bien dure pour réussir à faire une boule digne de ce nom. Mais surtout, le problème, c'est qu'étant donné qu'il faut qu'on appuie sur le dos de la cuillère pour que la boule sorte, on s'en met fatalement sur les doigts. Quant au point positif, bon, j'en vois pas. Oh, c'est ça les glaces. Allô. Bon, Justine, je m'en suis pas sortie avec les glaces. En attendant, c'est à toi. Merci Régis, tu chantes à la perfection. Bisous. Allez, une dernière info avant de se quitter. Sachez que vous pouvez désormais feuilleter le magazine Paprika, un magazine autour du voyage et de la gastronomie. Le dernier numéro propose notamment un voyage à New York. Et puis pour ceux qui voudraient prévoir une sortie culturelle et gourmande, le musée du Quai Branly à Paris propose tout l'été une exposition sur l'art de cuisiner et de manger en Chine. Une belle manière de découvrir la culture culinaire chinoise. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Nous vous souhaitons un bel été. Et puis d'ici la rentrée, n'oubliez pas, mangez, souriez et surtout cuisiner.